dans cette vidéo, j'ai envie de partager les dangers du shadow work et comment, là encore, un certain nombre de personnes vont utiliser cette mode du shadow work pour faire du business, mais euh, sans vraiment prendre conscience des impacts que ça peut avoir et oui, des impacts que ça peut avoir en fait sur les personnes qui vont suivre ça. Ce qui m'a déclenché en fait cette vidéo, c'est une séance que je viens d'avoir avec une de mes clientes qui a suivi un programme de ce type en ligne et qui se retrouve complètement la tête complètement omnibulée par le shadow work et un, une obsession que tout est shadow work et qu'il faut qu'elle pense positive et que sa vie, elle fait comme un burn-out de shadow work. Voilà, c'est le burn-out de shadow work et son corps, euh, clairement, lui envoyait un message qu'il n'en pouvait plus du shadow work et qu'il fallait qu'elle vive. Euh, donc, on est parti de ce qu'elle ressentait et ce qui était très, très puissant, c'est que à peine la séance avait démarré qu'elle a déjà fondu en larmes. Donc là, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand on fait un shadow work, quand on fait ce travail des profondeurs, c'est super important d'être accompagné. Pourquoi? Parce que eh bien, quand on fait un travail des profondeurs, eh bien, on va chercher, en fait, on va vraiment défaire des fondations sur lesquelles on a grandi. Et tu ne peux pas enlever les fondations sans avoir de piliers qui t'assurent que tu vas pouvoir tenir. L'autre chose, la deuxième chose qui est super importante dans l'accompagnement, pourquoi c'est vraiment essentiel d'avoir un accompagnement physique, hein, j'entends, c'est que quand on fait un travail de shadow work, il y a bien évidemment à accueillir les émotions et que c'est justement le lien, la compassion, le lien d'amour, la douceur et à la fois la puissance de la personne qui va accompagner, qui va permettre à la personne de pouvoir faire ce travail de transmutation. Sinon, ça reste dans la tête et finalement, bah, les émotions, elles ne peuvent pas se guérir. Et puis, c'est comme faire n'importe quel travail, même, j'ai envie de dire, de yoga ou ce genre de choses en ligne. Eh bien, il n'y a personne, en fait, pour te montrer si tu es sur le bon chemin, s'il y a, te dire les choses et t'emmener vraiment, te pousser à libérer les émotions qui ont besoin d'être libérées. Et ça, c'est vraiment une composante, selon moi, encore une fois, vraiment essentielle dans ce travail de guérison. Ne pas faire ce travail de guérison en ligne, surtout si tu n'as pas l'habitude, si tu es comme moi, à faire les choses vraiment pleinement. euh, et que ce travail de guérison va vraiment t'emmener dans des blessures de l'enfance qui sont tellement traumatiques que voilà, tu vas plonger dedans. Et comment tu fais pour en ressortir si justement il n'y a pas cette présence en fait? Ça, c'est fondamental. L'environnement, de la même manière que il peut y avoir des environnements toxiques et très souvent les guérisseuses vont commencer leur début de vie avec en fait cette problématique, ouais, cette problématique d'environnement, c'est-à-dire que tu as eu une mère et des parents qui n'étaient pas là pour toi, donc du coup tu vas faire l'expérience de l'impact sur ton estime de toi, sur la confiance en toi, sur l'amour de toi, sur ta connexion même à la vie. Et à la fois, bah, voilà, tout le travail de guérison va permettre de faire prendre conscience que ces énergies-là, elles viennent des générations passées, en fait. C'est comme un fardeau qu'on s'est livré, enfin qu'on s'est donné de génération à génération. Alors certes, la guérisseuse, elle est cette femme de ménage
ou cet homme de ménage qui doit nettoyer justement eh bien, les blessures du passé, le manque d'amour, le manque de sécurité, les blessures d'abandon et que sais-je qui se sont passées dans les lignées. Mais voilà, c'est super important d'avoir cette posture de témoin. Et le travail de guérison est vraiment un des impacts, un des piliers, une des choses les plus importantes que j'ai pu comprendre grâce au travail chamanique, c'est justement cette capacité, cette qualité de la connexion, c'est-à-dire je suis connecté à la personne et à la fois je ne porte pas la souffrance avec elle. Je suis un témoin. Voilà, je suis là pour juste porter les choses, l'accompagner dans ce qu'elle est en train de vivre, mais je ne suis pas, je ne fais pas un avec elle. Je fais un juste énergétiquement, c'est tout en fait. Et à la fois, voilà, j'accompagne la guérison et j'aide la personne à se connecter justement à son émotionnel, à son corps, qui lui sait faire. Et ce que j'ai pu voir aussi grâce en fait en accompagnant cette personne, c'est que finalement le travail de guérison qu'elle avait fait était là encore n'intégrait pas l'intégration de la souffrance. Et là, je dis stop, je dis non. On ne peut pas faire un travail de guérison sans faire, euh, sans aller connecter avec les émotions, sans se connecter à la souffrance, puisque finalement, c'est au contraire en faisant confiance à notre corps, à son pouvoir transformateur, que l'on va transformer la souffrance en joie, voilà, en autre chose en tous les cas. Et c'est exactement ce que l'on a fait. On est parti en fait de ce qu'elle ressentait, on a donné de la place à ça, et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, elle a pris conscience qu'elle portait la, l'entité, on peut dire, l'âme d'un enfant que sa mère avait perdu et que finalement, qui s'était accroché à elle et qui n'était pas encore parti. Et donc la connexion, la peur à la mort qu'elle ressentait et finalement qui faisait qu'elle était très perméable à la mort, était liée à cette entité qui était sur elle. Et il faut savoir qu'une entité, c'est un esprit, c'est une énergie qui est voilà, comme accrochée au corps. Alors, il n'est pas accroché par hasard, et la preuve, c'est que là, cette cliente-là, elle avait ce lien à la mort. Elle avait comme intégré le lien à la mort de sa mère. Là, en fait, elle avait intégré toutes les souffrances de ses parents, en fait. Et donc, ce qui est magnifique, c'est de voir que finalement, cette entité qui peut être perçue comme quelque chose de négatif, hein, quand on parle d'entité, waouh, c'est non, non, j'en veux pas, hein, c'est comme un espèce de fantômes, c'est exactement la même chose. C'est ce que Bruno, je ne sais plus comment il s'appelle, il parle des fantômes familiaux. Eh bien, voilà, là, c'est typiquement un fantôme familial qui est là énergétiquement, mais qui permet justement, là, qui nous a permis finalement de libérer la personne de toutes ses croyances, de tout ce qu'elle avait intégré de ses parents et qui n'était plus, qui n'est plus requis maintenant. Donc c'est assez proche en fait du rituel chamanique de couper des liens, euh, mais c'est justement se libérer en fait des entités. Et donc, en se libérant, alors c'était magnifique parce que, en fait, en se libérant, en faisant le travail de faire remonter l'âme donc de cet enfant qui était décédé, euh, bah, à un moment donné, elle a bien senti que il y avait un blocage.
Donc, je lui ai demandé de se mettre en lien avec cette âme pour savoir s'il avait un message. Et son message, c'était de la déculpabiliser parce que cette cliente-là était convaincue elle, qu'elle avait pris la place finalement de cet enfant-là. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était sur Terre et pas lui. Et elle portait quelque part la responsabilité, la culpabilité d'être en vie et pas lui. Et donc là, en se mettant en connexion avec cette âme-là, l'âme lui a vraiment dit que non, que en fait, c'était tout à fait juste, que ce n'était qu'elle était en rien responsable de ça, mais que parce que en fait, ils devaient être deux pour pouvoir assumer cette incarnation-là. Et donc, s'il était parti, c'était que justement, il fallait qu'il y ait d'autres âmes, mais deux âmes qui s'incarnent en même temps pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir faire tout ce travail en fait de guérison qu'elles avaient à faire. Et donc, ça a été très, très puissant pour elle. Eh bien, ça lui a permis vraiment de lâcher ça, de lâcher cette culpabilité d'être vivante et de se libérer justement de la loyauté à la morbidité. Donc ça, c'était vraiment impressionnant, c'était magnifique. Et puis ensuite, on a fait aussi un recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle avait justement retiré, enlevé ce lien avec la morbidité, eh bien, elle a senti qu'il y avait une part d'âme, c'est ce qu'on appelle un recouvrement d'âme, qui était là, qui demandait justement à se réintégrer. Et ce recouvrement d'âme, cette part d'âme, c'était le lien au corps. Et là, voilà, cette part d'âme, elle demandait à ma cliente de lui faire confiance, de faire confiance au corps, d'accepter de ressentir les émotions, d'accepter de ressentir tout ce que le corps envoie comme message. Et donc, par ce recouvrement d'âme, elle se guérissait finalement de cette problématique de dissociation qui faisait que c'était son mental il y avait un besoin de contrôler et qu'à un moment donné, voilà, ça pétait un câble là-haut, qu'elle n'en pouvait plus, que tout était une obsession en fait, et que finalement, elle n'était plus en lien avec son corps. Sauf que le corps, il est le véhicule entre le ciel et la terre. Donc, elle coupe. Il y avait aussi toute cette énergie du vivant qui n'était plus activée, en fait. Donc, voilà, c'est en se reconnectant à son corps, eh bien, elle a pu accueillir cette vie en elle, se redonner le droit de vivre, en fait, d'exprimer les émotions, y compris la peur, y compris la violence, parce que tout est fait partie du vivant. Et ça, c'est vraiment un des messages aussi que j'ai envie de transmettre ici, c'est que très souvent, quand on est hypersensible, on a peur en fait des émotions. On a peur de la peur, on a peur de la colère, on a peur de la tristesse. Et donc, tout ça devient comme une espèce de cocotte minute et ta vie va devenir un enfer puisque ça devient comme un barrage en fait. Ça se cumule. Et évidemment, c'est à ce moment-là que le corps commence à se manifester et que peut-être que dans l'inconscient, il commence à dire attention, maladie, risque de maladie. Parce que c'est clair que quand il n'y a pas les émotions qui circulent, quand on n'est plus en lien avec les émotions, en effet, c'est vraiment un terrain propice aux maladies. Donc l'enjeu va être vraiment de refaire circuler les émotions, de se libérer en fait de l'obligation de ressentir telle émotion positive. Non, si je ressens la peur, j'accueille la peur, je l'accueille pleinement et je lui permets vraiment, je la traverse en fait. J'ai peur et j'y vais. Et ça, comme je l'ai dit à ma cliente, moi je l'ai appris au départ avec ma jument. Puisque le jour où ma jument, qui était une anglo-arabe, voilà, j'ai traversé cette peur et finalement, j'ai compris que quand je traversais ma peur,
derrière, il y avait l'extase. Il y avait un moment, parce que j'avais peur d'un énorme galop, de faire un énorme galop avec ma jument, mais en réalité, ce dont j'avais le plus peur, c'était de ma puissance. Et en effet, euh, on ne peut pas être puissant. La puissance, le pouvoir est dangereux à partir du moment où il n'est pas connecté avec les émotions. Mais un pouvoir qui est vraiment relié au corps, là, c'est un pouvoir qui est positif, quoi. C'est un pouvoir qui fait du bien. C'est un pouvoir qui change le monde. Donc, il n'y a pas à avoir peur non plus de ton pouvoir. Et ça, c'est souvent lié, en fait. Les femmes hypersensibles ont souvent très peur de leur pouvoir parce que, eh bien, elles portent encore une fois des mémoires et qu'elles ont vécu voilà, les blessures, elles ont porté les blessures des uns et des autres, donc elles ont tellement peur de faire du mal. Hein, mais tout ce chemin-là, c'est le chemin de la guérisseuse. De pouvoir accepter son pouvoir, c'est aussi le chemin de la chamane, le chemin voilà, de cette femme qui va assumer en fait cette, cette, et ouais, qui va assumer sa puissance d'avoir transmuté en fait toutes ces émotions et qui va avoir un pouvoir de transformation, un pouvoir de guérison, mais tellement immense. Alors, ce que je crois aussi, c'est que cette peur de la puissance, elle est évidemment en lien avec l'histoire des sorcières. C'est qu'il y a au moment je crois que c'est au moment du Moyen Âge, quand l'Église a voulu commencer à imposer et à installer la médecine, eh bien, évidemment, les guérisseuses, les sorcières, on a dû renvoyer, on a dû les exterminer parce que finalement, elles faisaient ombrage à la médecine. Elles étaient tellement puissantes que si elles restaient en position, eh bien, la médecine n'aurait pas pu prendre place, en fait. Donc, il a fallu exterminer les sorcières afin de permettre un espace pour que la médecine telle qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire une médecine qui n'est pas au service du vivant, mais qui n'est qu'une médecine qui considère le corps comme une espèce de machine, où on va au contraire faire en sorte d'étouffer les émotions, de remettre les gens plutôt dans leur angoisse que dans leur plein pouvoir. Ça, c'est vraiment hyper important de prendre conscience que dans l'histoire, les guérisseuses, eh bien, finalement, on les a tuées pour avoir été trop, trop fortes, trop puissantes. Et ça, c'est aussi quelque part dans notre corps, il y a cette peur inconsciente de vraiment manifester notre don, que ce soit par le chant, que ce soit par la danse, que ce soit voilà, par plein de moyens différents, mais essentiellement quand même, et par les mains aussi. Eh bien, très souvent, les personnes qui ont ces dons-là vont traverser des peurs de s'exprimer, de se mettre en avant parce que il y a cette mémoire-là, en fait. Donc, et à la fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'aller traverser ces peurs pour retrouver, parce que l'époque n'est plus la même. Hein, c'est pas parce que il s'est passé tel truc d'un passé. Oui, l'histoire se renouvelle, se répète, mais à la fois pas, parce que chaque génération apporte en fait son expérience et nous rapproche justement d'une humanité qui va être meilleure. Et donc, voilà, là, il y a vraiment un appel à redonner la place. Alors, voilà, la question que je me pose, pour être tout à fait transparente, c'est voilà, quelle visibilité on doit avoir. Est-ce qu'il faut se regrouper? Peut-être que c'est le chemin.
Je ne sais pas. Si tu as des sensations, si tu as des intuitions, bah, je serais vraiment ravie de pouvoir avoir partagé un petit peu ces choses-là, parce que ça reste encore une question sur laquelle je ne suis pas encore complètement au clair. Euh, Plus j'avance et plus je suis en train de me dire que peut-être que le fait, par exemple, que moi, je n'ai pas beaucoup de vues sur cette chaîne-là, eh bien, c'est très bien parce que je ne suis pas trop visible et à la fois, je sais que les personnes qui ont besoin de moi, eh bien, me voient. Je crois que c'est ça, qu'il y a aussi à accepter de ne pas être trop visible, de ne pas faire trop de bruit euh, et voilà, de jouer un petit peu avec le système en place euh, pour ne pas éveiller l'attention, en fait. De, voilà, c'est ce qui me vient, mais encore une fois, c'est encore en cours de maturation. Voilà, en tous les cas, ce que j'avais à te transmettre par rapport à cette peur de la mort, à cette peur des émotions. La mort fait partie du vivant. Oui, en ce moment, la mort est très présente en fait dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut bien prendre conscience que oui, on doit vraiment lâcher l'ancien avant de faire revenir, enfin, de recevoir quelque chose de nouveau. Donc, accueillons la mort pour ce qu'elle a à nous apprendre, comme reconnectons-nous justement au vivant, honorons, honorons notre parcours, honorons les personnes qui sont parties dans nos lignées, faisons remonter justement les personnes voilà, qui sont encore là, qui sont peut-être accrochées, des âmes qui ne seraient pas encore incarnées. Et puis voilà. Et puis voilà. Honorons notre vibration, nos fréquences. Mais ça passe par, encore une fois, ces processus de guérison en profondeur. Voilà. N'hésite pas à me mettre tes commentaires. Je les lis toujours avec beaucoup de plaisir. Euh, et à très bientôt.